Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom Sur qui sera consacrée cette semaine à la Semaine nationale de l'arbre célébrée cette année sous le thème « Chaque Mauritanien a un arbre ». Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Oulsidi, en compagnie de la ministre de l'Environnement, Mme Lalia Ali Kamara, ont procédé vendredi dernier au lancement de l'opération d'ensemencement aérien à partir de l'aéroport militaire de Nouakchott. Cette semaine est une occasion pour rappeler l'importance des arbres dans l'économie, la culture et l'environnement de notre pays. Cette émission, au cours de laquelle nous allons explorer l'historique de la Semaine de l'arbre en Mauritanie, les principales activités organisées pendant la semaine et les défis auxquels sont confrontés les arbres dans le pays. Afin de nous édifier sur ces questions et bien d'autres, je reçois sur ce plateau ce soir M. Djibrili, qui est directeur adjoint de la protection, de la restauration des espèces et des milieux du ministère de l'Environnement. Bonsoir et bienvenue, monsieur. Bonsoir. Je reçois également son collègue, M. Mokhtar Adamaba, qui est chef service de la biodiversité continentale, forêt et espaces verts à la direction de la protection, de la restauration des espèces et des milieux. Bonsoir et bienvenue. Heureux de vous recevoir sur mon plateau. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, suivons ensemble cet élément préparé par mon collègue Abdoul Adama Ba. Le lancement de l'opération d'ensemencement aérien s'est déroulé sous la supervision du ministre de la Défense nationale, de la ministre de l'Environnement, du chef d'état-major général adjoint et du chef d'état-major général de l'armée de l'air et de la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette opération se tient en marge de la Semaine nationale de l'arbre. Le lancement de cette opération d'ensemencement aérien s'est tenu à partir de l'aéroport militaire de Nouakchott. La délégation a suivi une présentation sur cette activité qui va couvrir en premier lieu la zone de Tamchen, de Wilaya, de Linchiri et de Ladrar, et la troisième zone englobant les villes de Chinguetti et de Tichit. Par le passé, des campagnes d'ensemencement aérien ont été réalisées pour la restauration des milieux dégradés durant la période de 92, allant de 92 à 2010. Et les résultats étaient très satisfaisants dans Linchiri, la région de Ladrar, le nord de Nouakchott et la zone située entre Nouakchott et Boutlimit. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Environnement s'est engagé à poursuivre cette mission en étroite collaboration avec le ministère de la Défense qui, je le dis encore une fois, mobilise d'importants moyens pour rendre effective cette activité hautement stratégique pour le pays. La campagne d'ensemencement aérien 2023 que nous lançons aujourd'hui entre dans le cadre plus large de la stratégie nationale, de la Semaine nationale de l'arbre et de sa célébration. Celui-ci coïncide également avec le début de l'hivernage, où notre pays commence à enregistrer une pluviométrie significative dans plusieurs régions. Cette année, plus de 4 tonnes de semences réparties entre 4 variétés d'espèces forestières vont être utilisées dans le cadre de cette campagne d'ensemencement aérien. Pour commencer, quelle est l'importance d'organiser une semaine de l'arbre? Merci beaucoup, Monsieur Fall, de nous avoir d'abord permis de venir sur votre plateau, vous parler d'un sujet extrêmement important pour le ministère de l'Environnement, mais aussi pour tous les Mauritaniens. Alors, un petit historique pour que nous puissions bien nous situer. La Semaine de l'arbre a été instituée par l'État mauritanien au mois d'avril 1987. Donc, pour être précis, le 15 avril 1987. Et de 1987 à 2023, nous fêtons le 37e anniversaire justement de la Semaine nationale de l'arbre. Et donc, c'est assez symbolique puisqu'il faut situer aussi ce décret en tout cas dans un contexte où la Mauritanie était durement touchée par les 2 vagues de sécheresse que vous savez dans les années 70 à 80. Et donc c'était une action de l'État de pouvoir justement se pencher sur cette question et de mettre l'arbre au cœur de la stratégie de lutte contre la désertification, mais surtout de l'érosion des sols. Et donc cette semaine de l'arbre est extrêmement importante. Le ministère de l'Environnement a pris un peu le devant pour essayer de mener des actions de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national à travers des délégations régionales que nous avons dans les 15 wilayas du pays. Et cela a permis justement du 1er août au 7 août
de faire des campagnes d'envergure, à la fois de distribution de plants d'arbres, mais surtout de sensibilisation pour les populations. Et cela a permis, en tout cas, à donner un certain engouement pour mettre la place de l'arbre là où il devrait être, en tout cas. On va vous demander qu'est-ce qui a été concrètement fait au cours de cette semaine? Merci, M. Fall. Exactement ce qui a été fait au cours de cette semaine, c'est que nous avons pu mobiliser les ressources humaines du ministère d'abord et mis en place toute une politique de mobilisation aussi de moyens matériels tels que les véhicules avec des organisations de la société civile et les partenaires aussi du ministère pour pouvoir aller faire ces opérations de sensibilisation au niveau des communautés. Donc pour pouvoir faire une distribution d'arbres, montrer comment il faut planter, quels sont les bienfaits de l'arbre et comment aussi, de fil en aiguille, il faudrait toucher aussi des autres personnes intéressées sur ces aspects. Donc ce qui montre exactement la grande importance que le département accorde à tout ce qui est production, suivi et plantation des arbres dans des écosystèmes assez diversifiés, que ce soit dans les milieux scolaires, que ce soit dans les parcs urbains, que ce soit dans les espaces des écosystèmes naturels et ainsi de suite. Quels sont les plants qui ont été plantés là, les espèces d'arbres qui ont été plantées au cours de cette semaine? Alors, il y a plusieurs espèces qui peuvent se subdiviser en deux catégories. Il y a des espèces, il y a des plantes fruitiers, comme la mangue, le citronnier, et des plantes plutôt ornementales, comme le flamboyant, qui est vraiment un arbre qui est très beau, justement. Et d'autres types d'arbres également étaient le filao et aussi le moringa. Ça fait partie des arbres que nous avons pu distribuer aux populations. Et le prosopis, pas pour justement pour le mettre au niveau urbain, mais plutôt pour la protection du cordon littoral, mais surtout au niveau des blocs. Comme vous le savez bien, Nouakchott est menacé un peu par la désertification et certaines espèces mieux adaptées et qui permettent de freiner l'avancée du désert ont pu être en tout cas plantées dans ces zones-là. Pouvez-vous revenir sur l'explication du choix de ces espèces-là? Pourquoi vous avez choisi par exemple le flamboyant? Pourquoi ils ont été choisis? Parce qu'il faut prendre en considération l'espace dans lequel, les milieux dans lesquels nous sommes. Tout à fait. Non. En fait, ces espèces, d'abord... Pour les fruitiers, je comprends. Personne ne va refuser ça, je comprends. Bien sûr. Pour les espèces, d'abord, il faut se dire que ce sont des espèces qui sont locales et aussi adaptées à l'environnement aride du pays. Parce que quand vous prenez le prosopis, vous prenez le flamboyant, c'est des espèces qui peuvent en tout cas servir comme le prosopis comme rempart pour l'avancée du désert. Le flamboyant, comme on le sait, c'est des arbres qui permettent également d'apporter un certain nombre de types de biodiversité et surtout d'apporter un certain écosystème dans un environnement urbain. Et ça donne de l'ombre, ça permet également à une certaine biodiversité de se développer. Et donc ça permet également ça prouve quelque part que quand bien même nous sommes dans un territoire aride, il y a certaines espèces qui peuvent bien s'adapter et permettre d'apporter une plus-value pour l'être humain, à la fois sur l'oxygène et aussi sur un certain nombre de bienfaits. Chaque Mauritanien a un arbre. Le thème est très beau, mais est-ce que vous pouvez nous développer pourquoi le choix de ce thème? Bien sûr. Quand on dit chaque Mauritanien un arbre, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Et ça, déjà, c'est un terme qui est très courant dans ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable. Donc, on n'a pas dit un homme, on n'a pas dit une femme, on n'a pas dit un vieux, on n'a pas dit un jeune, on n'a pas dit un handicapé, on n'a pas dit une personne apte, on a dit qu'un Mauritanien. Donc, la notion de citoyenneté. Il faudrait vraiment que cela vienne vraiment de l'intérieur. Étant citoyen, donc moi aussi, je participe à tout ce qui est préservation de l'écosystème, à tout ce qui est réhabilitation, contribution dans les efforts de restauration des écosystèmes. Quand maintenant il y a cet effet de masse où chaque Mauritanien plante un arbre,
à peu près, c'est combien de Mauritaniens qui ont planté un arbre? Des milliers, 1 million, 800 000. Ce qui fait que donc, quand on comptabilise, c'est un espace important qui a été planté en arbre et dont le directeur a parlé tout à l'heure des bienfaits, c'est-à-dire l'ombrage, les services écosystémiques, le bien-être et tout ce qui va avec. Est-ce que l'opération a été précédée par une campagne de sensibilisation, d'information, de communication? Oui, par rapport à cela, toujours avant que des actions ne soient lancées, déjà il y a eu des rencontres avec des bénéficiaires pour les préparer de ce qu'on est en train de faire. Et les gens savent déjà qu'exactement à cette période, il y a toujours ces opérations de plantation d'arbres, de distribution d'arbres, où on demande à ce qu'il y ait une forte mobilisation vraiment citoyenne et sociale. Donc, il y a eu des rencontres avec des professionnels du domaine, des organisations, et vous savez qu'en ce moment, nous avons d'importantes associations qui plaident pour la préservation, la protection, la conservation de l'environnement. Donc, il y a eu exactement cet échange qui a permis, c'est pour ça qu'au moment venu, on n'a pas eu de couac ou de problème pour pouvoir mettre ensemble toutes ces compétences, bien qu'elles soient vraiment diversifiées, afin de réussir vraiment cette campagne de sensibilisation. C'est l'ensemencement aérien, je crois, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ça a eu lieu pendant une certaine période et ça a été arrêté pour être repris plus tard. Est-ce que c'est le cas? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui explique que ça a été arrêté pendant une certaine période? Alors, ça a eu lieu de 1992 à 2010, une activité, une action qui a été clairement menée par l'armée de l'air durant cette période et bien entendu en collaboration avec le département de l'environnement. Et à partir de 2010, il faut souligner que pour mobiliser des moyens pour réaliser une activité aussi importante que l'ensemencement aérien, il faut vraiment se doter de moyens logistiques extrêmement importants. La Mauritanie, c'est 1 30 700 km². On a un espace assez vaste. Carrément, dans certaines zones, on est au milieu de nulle part, tellement il y a du désert. Et ces moyens n'ont pas forcément suivi pour permettre de perpétuer cette action-là. Mais à un moment donné, on a rattrapé vraiment ce gap, c'est-à-dire à partir de 2010 jusqu'en quasiment 2015, il n'y a pas eu vraiment une activité qui s'est perpétuée. Mais par contre, le département de l'environnement a permis justement de rebooster cette activité extrêmement stratégique pour le pays, compte tenu des apports, en tout cas de l'ensemencement aérien sur le territoire national. Et l'exemple le plus parlant et qui saute aux yeux, c'est quand vous traversez la route Bouti-Limite-Nouakchott, vous voyez, c'est un espace quasiment désert. Hein. Et les activités, les actions annuelles de l'ensemencement aérien de 1992 à 2010 a permis de végétaliser vraiment des centaines de milliers d'arbres que vous voyez et qui sautent aux yeux pour tout Mauritanien ou tout citoyen qui passe par la route de Bouti-Limite. Et ça fait partie vraiment des actions, disons, des résultats phares de l'ensemencement aérien. Et j'aimerais également souligner un aspect important. Faire de l'ensemencement aérien, l'objectif n'est pas forcément de reverdir tout le désert mauritanien. On n'est pas sur cette logique. L'idée, c'est de faire de l'ensemencement aérien dans des zones où le désert avance et où des infrastructures socio-économiques sont menacées. Quand je parle d'infrastructures socio-économiques, c'est des routes, c'est des habitations, c'est tout un ensemble d'éléments qui permettent aux Mauritaniens de s'épanouir. Or, le désert freine un certain nombre d'épanouissements socio-économiques. Donc, l'ensemencement aérien permet, à juste titre, de faire des lâchers de semences forestières adaptées au milieu local, au niveau des zones cibles où le désert avance, parce qu'on a des dunes Barkhane qui avancent d'heure en heure, se déplacent d'heure en heure, de jour en jour. Et cela, quand vous voyez la carte de la Mauritanie, on a 3 massifs dunaires, l'Azéphal, l'Akchar et l'Agnetir, qui finissent leur course au niveau du littoral mauritanien. Et donc, le fait d'entamer cette activité d'ensemencement aérien
permet à juste titre de freiner l'avancée du désert et de protéger les infrastructures socio-économiques du pays. Et de fixer les dits. Tout à fait. Le terme ensemencement aérien, parce que c'est un peu contradictoire. On sème, ensemencement, ça veut dire s'aimer. Et aérien, c'est le ciel. On ne peut pas s'aimer dans le ciel. Pour expliquer l'opération, comment ça se passe? Oui, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, l'ensemencement, c'est le fait de mettre une semence en terre. Maintenant, ça peut se faire de différentes façons. C'est-à-dire, on peut venir faire des trouaisons et puis mettre à l'intérieur. On peut jeter à la volée, c'est un ensemencement. Mais le terme aérien, c'est pour pouvoir différencier ça des autres méthodes d'ensemencement, les semi-directs et par d'autres méthodes qu'on connaît très bien, à dos d'âne ou ainsi de suite. Et l'aérien, c'est-à-dire c'est par un avion ou hélicoptère ou aéronef, quelque chose de ce genre. Donc c'est là où on montre exactement que l'ensemencement aérien c'est fait à partir de l'avion. C'est ça l'ensemencement aérien. Il y a d'autres espèces, on peut parler d'un ensemencement par drone ou bien autre chose. Mais quand on dit ensemencement aérien dans notre jargon, c'est l'ensemencement qui est effectué à partir de l'avion. La question que je pose, qui est toute bête, c'est que d'habitude, une graine, il faut creuser et la mettre. Quand vous jetez à partir de l'air, comment ça se passe? Est-ce qu'elle aura le temps de pousser? Est-ce qu'elle va rentrer dans le sol? D'accord. Et comme l'a si bien dit le directeur tout à l'heure, c'est un mouvement de dune. Quand vous jetez la graine, il y a un mouvement dunaire. Automatiquement, le mouvement dunaire vient enterrer la graine. Mais la graine ne peut germer que lorsque les conditions optimales sont réunies. Quelles sont les conditions? Les principaux paramètres qui permettent à la graine de germer, c'est la température, l'eau et le substrat, c'est-à-dire le terreau, principalement. Ce sont il faut que ces conditions soient réunies en même temps pour qu'il y ait un développement optimal de la graine. Donc s'il y a l'eau, il n'y a pas la température, il y a le terreau, ça peut germer, mais elle peut ne pas être viable. Mais pour que ça soit vraiment un développement optimal, une germination optimale, il faut que toutes ces conditions soient réunies presque en même temps. C'est le même cas, par exemple, de nos greniers. On conserve les graines pendant beaucoup d'années parce qu'on a pu maîtriser certains paramètres. On les garde dans un milieu sec où il n'y a pas d'humidité, que ce soit la rosée ou bien l'eau, et ça empêche la graine de germer, elle reste en dormance. Maintenant, quand les conditions sont réunies, c'est ce qu'on appelle la graine, la dormance est levée. Et là, maintenant, ça commence à sortir la radicelle et ça a trouvé un substrat comme un support, un tuteur, à partir duquel vraiment la graine peut se développer. Donc, ce qui fait que, donc, une fois que les graines sont lâchées, et elles se répandent sur le sol, mais il y a certaines graines qui sont relativement lourdes, telles que le balanites, qu'on appelle communément taïchout, ou bien le talh, la cassia rajana, qui, par exemple, ne peuvent pas aller au-delà, une fois tombées, ne peuvent pas vraiment être amenées sur balayées sur des distances assez longues. Donc, avec le mouvement de dune, sont enterrées et fixées quand le sol est imbibé d'eau et qu'il y a une certaine chaleur. Là, maintenant, la graine commence à germer. C'est pour ça que lors de l'opération, à bord de l'avion, on voyait exactement ces espèces, c'est-à-dire les mêmes semences qui ont été choisies, on les voyait à bord d'avion, et des espèces bien adaptées à l'intérieur des dunes. C'est ce qui justifie un peu. La période choisie, généralement, c'est le début de l'hivernage, après les premières pluies ou bien avant? Exactement. Bon, il y a plusieurs écoles. Il y a certains qui disent exactement qu'il faudrait avant les premières pluies. Ça peut se faire, mais des fois aussi, quand on le fait avant les premières pluies, la zone ciblée, on la perd un peu parce que le sol est sec. Donc facilement, surtout les graines légères sont un peu balayées un peu loin. Par contre, lorsqu'il y a une certaine humidité au niveau du sol, ça crée une certaine résistance au niveau de la graine. Donc elle ne bouge pas beaucoup et avec les pluies régulières, là ça permet un peu de pouvoir se fixer à des endroits très localisés et qui permettent un peu de germer. Monsieur le directeur, pouvez-vous dire à quoi sert un arbre? C'est-à-dire que le bédouin que je suis quand il voit un arbre, c'est généralement pour l'ombre et plus tard le couper, en faire du bois de charbon. Très bien. C'est une question qui est posée souvent et qui se répète et pour laquelle on a le devoir de bien expliquer. D'abord, un arbre a plusieurs fonctions. Disons, il y a 3 fonctions essentiellement. Une fonction écologique, une fonction sociale, une fonction économique.
pour la fonction écologique, par exemple, je donne un exemple assez illustratif. Quand vous prenez une rue boisée et une rue qui n'est pas boisée, la rue boisée permet de filtrer 4 fois plus la poussière en suspension qu'une rue qui n'est pas boisée. C'est-à-dire que vous respirez mieux quand vous êtes dans une rue bien boisée et vous respirez 4 fois moins à cause de l'oxygène, qui est la purification de l'oxygène, et ça c'est dû aux arbres. Et un autre exemple illustratif que je vous donne, qui est issu des travaux scientifiques, les arbres permettent de séquestrer annuellement, les feuilles d'un arbre permettent de séquestrer entre 10 à 50 kg de CO2 par an. Et quand vous prenez une zone boisée, ça part jusqu'à 800 kg de CO2, dioxyde de carbone, qui sont séquestrés par ces arbres. Or, si ces arbres n'étaient pas là, donc ce CO2 va être, en tout cas, vont finir justement leur respiration dans les poumons d'un citoyen lambda. Et parmi les fonctions également écologiques, quand vous prenez un arbre, par exemple, les recherches scientifiques ont permis de dire qu'il y a entre 300 et 400 000 espèces animales qui vivent en étroite symbiose dans les arbres. Quand vous coupez un arbre, vous la détruisez, c'est 30 espèces qui vivaient intrinsèquement, qui bénéficiaient des apports de cet arbre, qui disparaissent également. Un arbre, 30 espèces. Imaginez-vous que vous détruisez toute une forêt et combien de milliers d'espèces que vous détruisez. Et donc tout cela permet de dire à juste titre, si ce n'est que pour préserver la vie humaine, ça nous renvoie à notre vertu islamique. Et il y a un hadith même du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que si vous plantez un arbre et que cet arbre grandisse, toute personne qui cueillera de son fruit la mangera, vous aurez une sadaqa. Toute personne qui bénéficiera de son ombre, vous aurez une sadaqa. Toute personne qui pourra tirer des profits de cet arbre, que ce soit des oiseaux ou des humains. Et donc, cette éthique islamique nous suffit largement à développer une culture environnementale pour permettre que cet arbre soit au cœur de notre vie, principalement. Et des fonctions économiques, l'exemple que je peux donner, c'est, je pense que tout le monde, chacun d'entre nous a chez lui une table, et cette table vient du bois. Voilà, tout simplement. Et entre autres fonctions économiques qui permettent de servir à quelque chose. Les fonctions maintenant sociales, principalement, c'est quand on bénéficie de la récréation, on va faire du jogging dans un environnement qui est assez propre, ou bien on va sortir dans l'air où on a des parcs, par exemple. Je pense que c'est important de souligner qu'il y a, durant cette année, l'inauguration de plusieurs aires où on permet un peu de respirer parce qu'il y a la fonction de l'arbre là-dessus. Ce que je voudrais savoir, c'est que comment expliquez-vous que nous soyons, nous, des ennemis de l'arbre? Culturellement, est-ce que nous ne sommes pas des hommes du désert qui ne connaissent pas la valeur de l'arbre? J'ai l'impression que nous sommes des ennemis parce qu'on passe le temps à l'abattre, à les découper. Culturellement, nous ne sommes pas vraiment des amis de la nature. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans la mesure où, vu les contextes de nos pays, nos cultures, nous sommes trop tributaires vraiment de la nature et de la forêt. Par exemple, culturellement, nous avons des ethnies, quand on voit les milieux dans leurs habitats, principalement à 90% ou bien 95%, c'est issu des arbres, des herbes et ainsi de suite. Donc culturellement, ces populations sont vraiment liées à ces genres de matériaux. Donc ça, c'est d'une part. La deuxième chose aussi, c'est que en termes de moyens d'existence des populations, des communautés riveraines, ces communautés sont restées aussi très tributaires un peu des bienfaits un peu de la forêt. Comme l'a si bien dit tout à l'heure le directeur, effectivement, les aspects socio-économiques, on trouve du bois, des feuilles, des fleurs, des graines, des branches, des troncs, des outils pour les bois de service tels que les râteaux, les mortiers, les pilons.
Donc tout ceci tous ces matériels constituent vraiment un patrimoine culturel que nous gardons de façon vraiment très sincère et avec une grande fierté. Donc c'est pour ça que donc, beaucoup de choses sont très rattachées les unes aux autres qui font que nous avons un peu cette relation très rapprochée de l'arbre, indépendamment maintenant des aspects de pauvreté pour certains, d'autres aussi pour les bienfaits que ces écosystèmes aussi peuvent procurer et le développement aussi des chaînes de valeur pour l'aspect économique. J'en passe. Donc c'est ce qui fait que nous restons très tributaires de ces arbres. Et ne donnons pas seulement l'exemple de la Mauritanie. Bon, dans d'autres pays, l'Amazonie par exemple, pour d'autres raisons, on décime des forêts pour les cultures de l'huile de palme ou ainsi de suite, chose qui n'est pas vraiment encouragée et qu'il y a des organisations très averties qui militent pour vraiment éviter que ces carnages s'effectuent au niveau des écosystèmes. Je reviens sur les aspects du bienfait du point de vue écologique. C'est ce qu'on appelle, il a essayé d'expliquer tout à l'heure en disant que à peu près quand vous abattez un arbre, c'est 30 individus animaux ou espèces que vous mais c'est tout à fait logique. Dans les arbres, on trouve les reptiles, les singes, on trouve des bactéries, on trouve d'innombrables espèces animales qui sont très importants. L'écosystème. Voilà, des animaux qui sont très importants pour à la fois l'écosystème et en même temps pour les individus. Et que les forêts sont des habitats. C'est pour ça qu'on les appelle des habitats de refuge. Quand on les décime, c'est tout ce qui vivait dedans aussi qui disparaît. Et ça, c'est un risque parce que la biodiversité, on parle de tout ce qui est partage des bienfaits de la génétique, et par exemple le soulagement de certaines douleurs. L'aspect thérapeutique. Voilà, l'aspect pharmacopée. On parle même parfois de poumon. Exactement, c'est le poumon de la Terre parce que ça produit en termes d'oxygène, il en a parlé tout à l'heure. Donc, on peut rester ici pendant aussi longtemps que possible, mais les bienfaits, nous n'allons jamais pouvoir les énumérer entièrement. Donc c'est pour ça qu'il est important vraiment que ce fil conducteur entre les humains et les écosystèmes soit maintenu et surtout respecté. Est-ce que vous avez l'impression que la Semaine nationale de l'arbre a été une réussite? Tout à fait. Mais juste pour compléter, en fait... Oui, nous sommes là pour ça. Oui, voilà, ce que M. Ba disait. Il y a des idées reçues qu'on a pu, en tout cas, élucider au cours de cette Semaine de l'arbre. C'est qu'on associe très souvent la moustique à l'arbre. Oui. Très souvent, c'est-à-dire qu'il faut couper l'arbre parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Il y a trop de moustiques. Et ça, c'est des idées conçues qu'il faudrait totalement déconstruire et expliquer réellement la réalité des choses. Un exemple très simple, là où il y a des moustiques, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'arbres, loin s'en faut, c'est parce qu'il y a l'insalubrité. Il y a des flaques d'eau, il y a des déchets à ciel ouvert, et ça, ce sont des terreaux de développement des moustiques. Et quand il y a des moustiques, justement, c'est tout à fait un problème de santé publique qui se crée, comme les maladies que nous connaissons. Pour faire justement le lien entre là où il y a de l'arbre, il y a des moustiques, là où il n'y a pas d'arbre et il y a encore des moustiques, prenez l'exemple du Souk-Jimpès, autant pour moi de la cité-plage. Les cités-plages, on voit très rarement on voit pas d'arbres, si ce n'est certaines maisons qui plantent d'arbres dans leur... voilà. Mais on ne voit pas d'arbres, mais on a autant de moustiques. Ce sont des foyers de moustiques. Et cela est dû, comme je l'ai si bien dit, est dû à justement des flaques d'eau à perte de vue parfois, et surtout des déchets qui permettent de justement développer ces moustiques. Donc, moustique n'est pas forcément dû à l'arbre. Voilà. Ça, c'est important. Il faut que ça soit clair qu'il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport là-dessus. C'est parce que généralement, les gens, quand c'est en période hivernale, quand il y a beaucoup de pluie, que les arbres poussent, les plantes poussent, et il y a plus de moustiques. Tout à fait. C'est pourquoi ils font les liens. Voilà, exactement. Pourquoi ils font les liens? Parce que les arbres sont aussi des habitats pour des espèces. C'est juste des habitats.
mais ce ne sont pas forcément des vecteurs de développement. Pour revenir un peu à votre question, est-ce que la semaine a été une réussite? Je pense que quand vous allez sur le terrain, je pense que le retour des activités qui ont été faites permet de le dire clairement. C'est important que je le souligne ici, puisque cette activité a été réalisée en collaboration avec la plateforme des femmes du G5 Sahel. C'est une plateforme dont la présidence est mauritanienne et qui ont eu à collaborer avec le ministère de l'Environnement pour justement mener une campagne d'amplification de cette question, de la question sur l'arbre. Et elles ont vraiment fait un travail extrêmement important sur le terrain en mobilisant une quarantaine de jeunes dames et des jeunes hommes, bien entendu, pour permettre justement à sensibiliser sur la question de l'arbre. Et cela s'est fait dans les 3 wilayas de Nouakchott, Nouakchott Sud, Ouest et Nouakchott Nord. Et cela a permis à la fois de la sensibilisation sur la question de l'arbre, sur son importance, mais surtout aussi sur le besoin de pouvoir les entretenir. Et réussite également au niveau, au niveau gouvernemental, puisque comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Cheikh Ghazouani, a permis, Mohamed Cheikh Ghazouani, a permis justement de lancer cet élan d'engouement sur cette question d'arbre en faisant le premier geste. Et cela a permis justement à la fois tous les membres du gouvernement de faire ce geste extrêmement important. Et cela a permis de faire vraiment de faire suivre cette action pour le citoyen lambda. Et ça, c'est un message fort qui permet de dire que la question de l'arbre n'est pas une question qui est donnée à un citoyen X, mais ça concerne tout Mauritanien. Est-ce qu'il y a un suivi? Par exemple, on a la Semaine nationale de l'arbre. Est-ce que dans 6 mois ou dans 7 mois, il y aura un suivi pour voir est-ce que ces arbres ont été suivis, est-ce qu'ils ont poussé, est-ce qu'ils sont arrosés, est-ce qu'on en a tenu compte? Ou bien on fait une Semaine nationale de l'arbre, on attend aussi l'année prochaine pour faire notre Semaine de l'arbre? Non, pas comme ça. C'est-à-dire que les activités qu'on effectue, c'est pour ça qu'on met, c'est-à-dire dans cette activité, différents acteurs. Par exemple, la société civile est toujours présente, pas seulement dans le cadre de la Semaine de l'arbre, mais je reviendrai là-dessus, dans toutes les activités que le département fait. Donc, étant donné que c'est vraiment une mouvance sociale et citoyenne qui est présente et dynamique, donc on les mobilise suivant une entente avec le département pour pouvoir encadrer avec nos services techniques. Pour revenir là-dessus, par exemple, la plateforme G5 Sahel, c'est dans les véhicules du ministère de l'Environnement, les chauffeurs du ministère de l'Environnement et les services techniques du ministère de l'Environnement qui sont avec elle pour pouvoir passer ce message et à chaque fois, donc, ils rectifient le tir. Donc, il y a tout un processus maintenant qui permet d'évaluer pour ces arbres qui seront plantés au niveau des différentes communautés. Pour les plants qui sont plantés dans les jardins urbains ou bien parcs urbains ou les établissements, il y a déjà des comités qui existent, donc on se focalise là-dessus. Mais pour les particuliers, c'est assez délicat. Mais étant donné que c'est des espèces fruitières, et nous, au niveau du département, nous avons déjà plusieurs demandes pour tous les sceptiques qui pourraient passer au ministère. On va leur montrer des gens qui ont exprimé des besoins à plusieurs reprises pour pouvoir avoir des espèces fruitières locales et ainsi de suite. Donc, on donne ça à ces bénéficiaires, certainement, qui vont en prendre soin parce que c'est plantés dans les maisons. Par exemple, je reviens sur l'action gouvernementale. Et on a été voir les excellences à leur domicile et eux-mêmes les ont plantés devant chez eux ou à l'intérieur des maisons. Donc ça, je crois que c'est un message fort. Celui qui prend un arbre, qui plante ça à l'intérieur de sa maison, on ne peut pas demander est-ce qu'il va suivre ou pas. Maintenant, si maintenant on fait des distributions de plants dans la rue, on voit M. X, bon, allez-y, bon, prenez l'arbre et allez-y planter chez vous. Non, ce n'est pas ça. Donc il y a déjà quelque chose, des zones ciblées, les parcs urbains, les milieux scolaires, les communes et ainsi de suite. Ça, c'est dans une première vague.
Et autre chose, donc il y a un travail de diagnostic et c'est des populations, les plateformes, les associations connaissent bien les communautés et les populations. Et étant donné que c'est des espèces très prisées, donc nous sommes à coup sûr que c'est des espèces qui seront suivies. Et nous aussi, avec le temps, on va repasser, voir ce qui se passe à travers aussi les organisations de la société civile pour que vraiment que tous les types d'acteurs travaillent dans une collaboration sincère, honnête et en symbiose. Vous avez évoqué les milieux scolaires. Qu'est-ce qui est fait dans les milieux scolaires? Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce que vous apprenez aux élèves l'utilité de préserver l'environnement, etc. Est-ce quelque chose qui est fait dans ce sens? Parce que moi, quand je rentre dans une école, je vois une grande cour désertique et généralement, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Je ne sais pas si peut-être... en tout cas, il y a une convention entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation nationale sur ce qu'on appelle le concept d'école verte. Ça fait bientôt 3 à 4 ans. Donc, chaque année, ils se mettent d'accord et ils choisissent, ils identifient des établissements où ils mettent en place des espaces verts. Et ça continue. Donc, chaque année, on en cible 3 à 4 à 5 selon les années et on les dote d'un espace vert. Ibn Sina en est un exemple, l'école de l'Iksar primaire en est un exemple, et Arafat aussi, on en a des exemples, et d'autres. Donc, ils se mettent d'accord sur un programme, ils disent, voilà, nous avons identifié telle école. Le ministère de l'Environnement, donc, mettait en place ou bien fournissait le matériel nécessaire et toute l'infrastructure nécessaire pour mettre en place ces infrastructures. Et le suivi, ça, c'est les établissements scolaires qui gèrent cela dans une collaboration très honnête et sincère. Monsieur le directeur, vous avez évoqué le mot milieu dégradé et restauration. Ce sont deux termes que je voudrais que vous développiez pour nos téléspectateurs. C'est quoi un milieu dégradé et comment le restaurer? Alors, la restauration est la seconde phase de milieu dégradé. Il faut d'abord faire un diagnostic. Quand on est dans un milieu qui n'a pas bénéficié de tous les apports nécessaires de nutriments, d'apports d'eau pour permettre à ce qu'un milieu, par exemple une zone d'agriculture, on donne l'exemple de l'agriculture, une zone d'agriculture où on voyait la productivité était extrêmement importante et à un moment donné, avec la péjoration climatique, avec aussi un apport d'eau qui s'est affaibli, on voit de plus en plus une terre se dégrader. Or, pour passer d'une dégradation à la restauration, il faut mettre en place des moyens techniques qui sont connus à l'échelle internationale et qui permettent de restaurer cette terre dégradée. Et ces moyens, l'ensemencement aérien, comme on l'a bien souligné, en fait partie. Au-delà même de fixer des dunes, ça permet aussi de restaurer des terres herbacées. Voilà. Et aussi la dégradation, la restauration des terres, il y a plusieurs autres techniques que M. Ba, qui est aussi forestier expert en la matière, aura mieux à nous dire comment ça se fait. Mais c'est juste pour vous dire que en termes stratégiques, le ministère de l'Environnement, en collaboration avec ses différents partenaires techniques et financiers, ont mis en place des projets et des programmes pour justement permettre de restaurer un certain nombre de terres dégradées. Et cela, comme vous le savez, c'est une action qui n'est pas ponctuelle, mais qui s'inscrit dans la durée et qui, au fur et à mesure que l'action continue, permet de voir si on passe d'une dégradation à une restauration. Monsieur Ba, à propos de la restauration, exactement. Quand vous êtes forestier, oui, vous pouvez développer. Il l'a si bien dit. Quand on dit restauration, c'est retrouver la situation de départ. Ça suppose qu'il y avait des arbres et à un moment donné, soit la densité qui était vraiment la caractéristique ne l'est plus, ou bien les arbres ont complètement disparu et on perd de la terre parce que les arbres ne sont pas présents, il y a l'érosion éolienne, hydrique qui fait que toute cette terre qui était fertile est emportée par les eaux et l'air et le vent, et on se retrouve sur un substrat.
et où il est impossible d'avoir un développement végétal sur un substrat, parce que c'est de la roche-mère presque. Donc maintenant, il y a des actions de correction. On peut faire ce qu'on appelle les cordons pierreux. Par exemple, si c'est du substrat, et sur une zone de pente, on essaye de mettre des lignes en pierre perpendiculaires à la pente. Ça dépend, il faudrait que ce soit aussi un niveau de pente assez acceptable pour ralentir un peu, par exemple, les écoulements d'eau et le ruissellement. En ralentissant le ruissellement, ça permet à l'eau d'avoir assez de temps pour pouvoir s'infiltrer et recharger les nappes phréatiques. 2, les oligo-éléments qui sont transportés à partir de l'amont sont maintenus au niveau des barrières, cordons pierreux, jusqu'à ce que ça constitue de la terre sur une certaine épaisseur. Là maintenant, le matériel végétal, la semence ou ainsi de suite, trouve le terreau nécessaire pour pouvoir se développer. Ça fait partie de la restauration. Un milieu aussi où il n'y avait pas d'arbres, où il y a de la mobilité dunaire, on met ce qu'on appelle la stabilisation mécanique. C'est-à-dire on peut utiliser soit du matériel végétal inerte ou synthétique pour mettre des espèces de petits carrés, selon les techniques, ça dépend de la configuration, où maintenant on piège ce mouvement de dune au niveau de ces milieux. Une fois que c'est stabilisé, là maintenant on a des différents carrés qui sont stabilisés, là maintenant on plante. Et avec le développement des racines, l'eau, les bactéries, la matière organique, là maintenant ça fait un effet de... c'est comme une certaine colle, et même quand il y a les ruisseaux, les eaux et le vent, ça passe et c'est solide et ça maintient la terre. Voilà, ça fait partie aussi des méthodes de restauration des terres. Et bon, on peut en citer beaucoup d'autres, les reboisements, les mises en défense et ainsi de suite. Donc, et quel est le rapport entre arbres et pluie? On dit souvent que là où il y a une forêt, il y a plus de chances qu'il y ait des pluies que là où il n'y a pas de forêt, que c'est un désert. Est-ce que cette vision est réelle? Ce lien fonctionnel est tout à fait prouvé par, en tout cas, par le commun des scientifiques. Là où il y a de l'arbre, là où il y a l'arbre, ça attire des pluies. Là où il n'y a pas d'arbre, justement, ça n'attire pas de pluies. Puisque cette fonction, en fait, quand vous voyez, comme je l'ai cité, l'arbre a plusieurs fonctions, les fonctions écologiques, principalement la fonction écologique. Là où il y a une masse d'arbres, une forêt, c'est cette capacité pour les arbres d'attirer l'humidité. Et cette capacité des arbres de pouvoir également permettre à ce que les masses nuageuses qui se développent puissent justement trouver les paramètres nécessaires à ce que la pluviométrie puisse, en tout cas, pour que la pluie justement puisse tomber dans un milieu où la forêt existe. Et le contraire est également vu. Là où il n'y a pas d'arbres, les arbres jouent un rôle de, en tout cas, si j'ose dire, d'attraction de la pluviométrie. Et l'inverse est aussi le vrai. Quel type de zones pensez-vous être les plus bénéfiques pour l'ensemencement aérien de manière générale ici en Mauritanie? En Mauritanie, c'est les zones réellement arides du nord où il y a beaucoup plus de mouvements dunaires. On va expliquer de façon simple. Par exemple? Par exemple, les wilayas de Ladrar, Linchiri, Tirizemour, Tagan, ça c'est les premières zones vraiment qui sont les zones prioritaires parce que l'apport de dunes vient de ces régions-là généralement. C'est-à-dire, comme vous connaissez, en Mauritanie, les vents dominants s'orientent nord-est, sud-ouest. Donc, quittent la partie nord-est et vont s'orienter vers le littoral, la côte. Ce qui veut dire, et quand vous voyez la densité de population, elle est assez variable. Au sud, vous êtes à 10 habitants par kilomètre carré, et en allant vers le nord, vous êtes à moins de 2 habitants par kilomètre carré. Et même aussi les localités, quand vous voyez au sud, il y a une forte densité de localités, et ce gradient diminue fortement quand on va vers le nord. C'est pour ça que donc, vous voyez que les zones de Ladrar et de Linchiri et de Tirizemour sont les zones prioritaires parce que c'est les sources. Il faudrait d'abord ralentir, voire arrêter.
et progressivement descendre vers les infrastructures socio-économiques vitales. Quand on commence par les infrastructures et que l'origine n'est pas stabilisée, n'est pas fixée, donc c'est comme si on n'a rien fait. C'est inutile. C'est inutile. Ça, c'est un. La deuxième chose, exactement, l'ensemencement aérien, il faut que les gens comprennent. L'ensemencement aérien, les critères qu'on choisit, c'est le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de population, c'est-à-dire une population assez éparse, qu'il n'y a pratiquement pas de localité et que le milieu n'est pas praticable par piste, c'est-à-dire voie terrestre, et impossible aussi de mobiliser de la main-d'œuvre. Parce que ça serait très utopique de dire, voilà, même si on a suffisamment de main-d'œuvre, on va prendre à partir de Nouakchott et les autres villes, on va les amener au nord pour faire des plantations, des pépinières, et il faut aller chercher l'eau ou non. En une opération, avec un bon avion, on choisit le jour, on met une quantité de semences qui peut aller de 2 tonnes à 5 tonnes en une seule fois, et sans pour autant aussi oublier que la planification à l'avance, ça se fait au niveau des outils de cartographie et de télédétection qui permettent encore de mieux choisir les zones, surtout avec les lignes de vol, là où il faut faire les lâchers et prévoir aussi avec un peu une petite inclinaison ou bien une déviation de là où on va jeter les semences. C'est très technique, ça, c'est pas fait. C'est très technique. Ça, le travail de terrain, il est très technique. Et on en profite pour remercier nos collègues cartographes qui nous donnent un appui assez conséquent. On les remercie vraiment pour ça. On travaille en collaboration. On travaille dans une équipe où toute la direction et avec nos conseillers, on se met d'accord. C'est pour ça que donc au jour J, nous tous et tout le département, on est aux zones indiquées pour faire le lancement et expliquer cela. Donc, grosso modo, c'est les wilayas du nord, Adrar, Inchiri, et le nord du Trarza un peu, le Tchagan et les deux Hauts, surtout les parties nord du Haut. Maintenant, pour le choix des graines utilisées, comment ça se fait? Pour le choix des graines utilisées, pour l'ensemencement nous avons utilisé 4 espèces. C'est des plantes locales, généralement, c'est des plantes. Bien entendu. Uniquement des plantes locales. Uniquement, bon, parfois, on utilise aussi des graines qui ont une affinité dans la sous-région. Par exemple, entre le Mali et le Sénégal, on a certaines graines qui peuvent aussi à la fois être utilisées justement pour l'ensemencement aérien. Et les espèces comme le talh, Morakbe, aussi l'acacia Sénégal, bien entendu, le téchot comme les balanites, c'est des espèces qui sont aussi utilisées. Et tout cela, pour vous dire, ce sont des espèces qui ne sont pas forcément importées d'ailleurs, parce qu'il y a un risque justement d'importer des espèces qu'on ne maîtrise pas forcément de la manière dont elles se développent et peuvent être des espèces invasives. Et ça, c'est des éléments sur lesquels il faut faire extrêmement attention. Donc, c'est des espèces plutôt locales qui sont utilisées justement pour permettre de faire une régénération de ces différentes espèces-là au niveau des zones ciblées que M. Ba a clairement indiqué. Et aussi, un aspect que je voulais souligner, qui est pour moi extrêmement important, comme on l'a si bien dit à l'entame de nos propos dans cette émission, en disant que nous ne cherchons pas forcément à reverdir le Sahara mauritanien, ce n'est pas ça l'idée. Pour vous dire quelque part que ce désert de sable mauritanien, quand bien même elle a des impacts, en tout cas plus ou moins qu'on peut dire négatifs, sur les populations, sur les habitats et les infrastructures socio-économiques, il y a aussi des impacts positifs. Parce qu'en fait, cette masse de dunes de sable qui est charriée au niveau du littoral mauritanien, elle contribue, quand elle arrive dans le milieu mauritanien, dans le milieu marin, elle contribue à fertiliser le milieu marin par effet de phytoplancton, zooplancton, par remontée de chaînes trophiques, parce que ce vent de sable-là est riche en éléments nutritifs, c'est des fertilisants. Et ces fertilisants, quand elles arrivent dans le milieu marin, elles contribuent à enrichir le milieu marin et, in fine, à permettre des ressources halieutiques de se développer. Donc, à la fois, on peut voir le désert comme étant un facteur bloquant dans le cadre de nos infrastructures socio-économiques, mais à la fois, il y a le revers de la médaille qui montre que ces effets positifs et ça permet de dire à la fois que c'est une richesse. Voilà.
Quels sont les défis auxquels on peut être confronté en matière d'ensemencement aérien? Les grands défis auxquels on peut être confronté, le premier défi, c'est d'abord la sécurisation du partenariat entre le ministère de l'Environnement et celui de la Défense nationale. Parce qu'à l'état actuel des choses, c'est seul l'état-major de l'armée de l'air qui disponibilise ces avions pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est un défi d'abord de pouvoir s'entendre et de faire perdurer cette collaboration. Pour la continuité. Pour la continuer. Le deuxième défi, c'est la fourniture de semences de qualité. Ça, il faudrait pouvoir fournir des semences à un moment opportun, en quantité et en qualité. Ça, c'est le deuxième défi. Donc, qu'on peut... Qui les disponibilise, les semences? Le disponibilise le ministère de l'Environnement et ses partenaires et des fournisseurs et des communautés au niveau local. Surtout, c'est au niveau des communautés qu'on s'approvisionne, soit à travers nos services techniques ou bien par voie de fournisseurs selon les urgences que nous avons. Donc nous arrivons à mobiliser les quantités de semences dont on a besoin. Et les semences, je reviens là-dessus tout à l'heure que vous avez demandé le choix, on a choisi que des espèces locales adaptées à ces types de milieux. Par exemple, le teishout, quand il en parle, c'est-à-dire le balanites, c'est l'espèce la plus plastique en Mauritanie. Dans toutes les wilayas de la Mauritanie, vous la trouvez. Vous plantez ça à l'intérieur d'un jardin en Nouakchott, il pousse. Vous plantez ça dans les fins fonds des contrées au niveau de la Mauritanie. C'est une plante que excusez-moi, une plante qui se défend bien parce que dès que vous la touchez, vous êtes piqué par les épines. Exactement. Donc, c'est des espèces aussi épineuses. Ça, c'est des conditions d'adaptation selon le milieu. Les espèces sahéliennes ont cette caractéristique. Les épines que vous voyez, ce ne sont que des feuilles transformées. C'était des feuilles et pour réduire l'évapotranspiration, elles se sont transformées en épines pour que vraiment il n'y ait pas beaucoup de perte d'eau et pouvoir résister. Donc ça, c'est... Merekbe, c'est une espèce de graminée qui est une espèce pérenne qui facilement peut coloniser le milieu. Parce que en termes de restauration, il faudrait qu'il y ait des espèces à croissance rapide qui permettent un peu de stabiliser le sol, de le fixer, en attendant que les... de vous dire que le Merekbe, il est adoré par les bétails. Exactement. Donc ça, c'est un inconvénient. Exactement. Non, le fait adoré par le bétail, parce que le Merekbe a cette capacité de pouvoir se développer facilement. C'est une espèce pérenne. Donc, quand on lâche une quantité au niveau d'une zone donnée, ça fait un effet de masse au niveau de la... Ça se multiplie facilement. Et même quand c'est brouté, l'année suivante, s'il y a des conditions de pluie, ça régénère. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Ce n'est pas déterrer le Merekbe, mais c'est juste exploiter la partie aérienne. Et l'année prochaine, les conditions sont réunies. On a les mêmes Merekbe qui sont. Et aussi les titarettes, aussi le Leptadenia pyrotechnica, qui sont des espèces très bien adaptées à ces types de milieux, qui vont d'abord facilement fixer les sols en attendant que les espèces à croissance relativement lente ne puissent prendre le dessus. C'est comme ça que ça se passe parce qu'il y a un certain étagement entre les différentes espèces. Là, les talh et le teishout, ça c'est des espèces arborescentes, ligneuses, et les autres c'est des herbacées ou bien des arbustes. Donc c'est ça la différence. C'est la nature qui fait son rôle. On va faire un dernier tour de table au cas où vous aurez quelque chose sur lequel ne pas venir, que vous voulez ajouter pour la fin de l'émission. Moi, je pense qu'on a pu aborder un certain nombre de sujets sur l'importance de cette semaine de l'arbre. Et je pense que tout Mauritanien est concerné par cette problématique qui est celui de la désertification, parce qu'on est dans un contexte de changement climatique. Et ce changement climatique, quand bien même créé hors de nos frontières, mais nous sommes ceux qui le subissent le plus. Et la place de l'arbre en soi est un moyen de défense. Un moyen de défense pour nous-mêmes et un moyen de défense par rapport au réchauffement global. Et donc je pense que nous devons et nous pouvons relever ce défi pour permettre à ce que chaque Mauritanien puisse prendre soin de son arbre, puisque on est 4 millions d'habitants en Mauritanie, donc relativement faible par rapport à d'autres pays.
mais cela ne veut pas dire forcément que nous ne pouvons pas être en mesure de pouvoir, en tout cas, faire en sorte que la question de l'arbre puisse être en lien étroit avec nos conditions de vie de tous les jours. Donc nous devons entretenir cette relation et prendre l'arbre comme un allié à la fois pour nos fonctions nutritives, en tout cas ce que nous avons besoin tout ce que nous avons besoin en termes d'apport de fruits et autres, et surtout récréatifs, mais également sur les aspects médicinaux. Et je pense que la question de l'arbre est là, et donc nous devons et nous pouvons encore relever ce défi de pouvoir perpétuer cette action, et nos générations futures puissent être les relais des futures forêts que nous pourrions en tout cas régénérer en Mauritanie. Parce que je le souligne, nous avons 30 forêts classées. Nous n'avons pas parlé de cela, mais c'est important. Nous avons 30 forêts classées en Mauritanie. Et ces forêts classées, la plupart ont subi un niveau de dégradation extrêmement élevé. Et nous devons faire en sorte, à travers les politiques qui sont mises en place, de pouvoir régénérer ces forêts et qu'elles puissent jouer pleinement leur fonction à l'échelle du territoire. Un dernier mot. Oui, merci. Moi, exactement, je reviendrai sur l'aspect de préservation. Peut-être on n'en a pas fait allusion, mais protéger l'arbre, c'est se protéger soi-même. Parce que pas plus tard que les 2 années passées, ou bien un peu avant même, on a eu les problèmes de zoonose. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce que on a rompu l'équilibre qui existait entre les différents compartiments de l'écosystème. Mais quand vous abattez les arbres, les espèces animales qui y vivent, il faudrait que vraiment elles trouvent là où se réfugier. S'il n'y a plus d'écosystème d'arbres où ces espèces étaient protégées et avaient maintenu un certain bien-être, mais elles vont aller essayer de squatter dans les milieux où les êtres humains sont. Oui, et c'est ça, cohabiter avec les êtres humains, et ce qui va causer les problèmes de zoonose. Donc ça, c'est déjà une raison louable de protéger l'arbre et de maintenir les équilibres. Je reviens sur aussi les dunes. Effectivement, on peut dire que c'est un fléau, mais monsieur le directeur l'a si bien démontré tout à l'heure. Le mouvement d'oligo-éléments qui va vers le littoral permet un peu d'enrichir le milieu marin par phénomène d'upwelling. C'est ça qui permet un peu de nourrir les espèces marines qui sont à l'intérieur. Et en même temps aussi, j'avais aussi fait allusion sur l'aspect de restauration des terres où on arrivait à piéger ces oligo-éléments pour pouvoir vraiment retenir la terre fertile sur laquelle ces espèces peuvent proliférer. Mais vous voyez aussi que ces dunes ensablent les infrastructures socio-économiques de base, écoles, état civil et autres patrimoines vraiment de l'État où on a mis des moyens importants et en peu de temps, on n'arrive plus à mettre cela en valeur. Voilà, et je rappelle qu'on a fait une semaine de l'arbre. On a commémoré ça du 1er au 7. Il y a eu de la distribution de plants, il y a eu des plantations, il y a eu une sensibilisation. Ce n'est que c'est comme si on disait c'est l'ouverture de toutes les actions de reboisement qui vont se poursuivre durant la période de l'hivernage. Donc on a toujours maintenu nos pépinières dans toutes les wilayas du pays. Nous avons des pépinières qui nous ont permis de produire ces plants distribués. Et il reste un reliquat pour nos mises en défense, pour nos zones à restaurer, naturellement en utilisant les espèces locales de notre pays, indépendamment des espèces fruitières. Ça, c'est en milieu urbain, dans les maisons, dans les écoles. Ça, c'est une paire de manches. Mais celle qui est plus importante et qui assure vraiment une protection très claire et très pertinente, c'est le fait de reboiser dans les mises en défense et d'améliorer ou de renforcer le couvert végétal dans ces types de milieux. Donc j'invite tout le monde à y mettre un peu de son sien et aller vers vraiment la contribution dans les efforts du gouvernement en matière de restauration des milieux et de reboisement. Parce qu'il l'a si bien dit, nous avons des fonctions écologiques, sociales et surtout économiques en développant des chaînes de valeur
où on peut, à travers ces espèces, par exemple, faire des sirops, faire des galettes, faire du savon, de l'aliment de bétail. Tout un tas de sous-produits peut être vraiment développé à partir de ça. Mais cela passe par une exploitation et conservation, valorisation responsable, mais surtout durable. C'est mon dernier mot. Ce sera le mot de la fin. J'espère que votre appel sera entendu par nos téléspectateurs qui ont l'occasion de suivre l'émission Zoom Sur qui était consacrée à la Semaine nationale de l'arbre. Je rappelle à mes téléspectateurs que mes invités étaient M. Djibrili, qui est directeur adjoint de la protection, de la restauration des espèces et des milieux au ministère de l'Environnement. Également M. Mokhtar Adamaba, qui est chef de service de la biodiversité continentale, forêt et espaces verts à la direction de la protection, de la restauration des espèces et des milieux dans le même département. J'ai le plaisir de vous recevoir ce soir. Comme j'ai le plaisir d'animer cette émission, j'invite les téléspectateurs à suivre les émissions de Mauritanien. Bonne fin de soirée.